de vous retrouver dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une, le fils du guide spirituel des Amsar, Seyid Cherif Ahmed Tidiane Aïdara, entame ce jeudi 18 juin 2026 une tournée européenne. Son voyage, qui le conduira dans plusieurs pays, s'inscrit dans le cadre de la propagation du message de l'islam. Les étapes de la tournée, dont ce commentaire signé El Hamidou Badili. L'enfant prodige de la famille chérifienne, Seyid Cherif Ahmed Tidiane Aïdara, reprend son bâton de pèlerin pour une énième tournée en Europe. L'objectif est clair, prêcher le message de l'islam, religion de paix, d'amour, de tolérance, et ce, en parfaite harmonie avec la vision éclairée de son père, son éminence Seyid Cherif Ousmane Madani Aïdara, guide spirituel des Ansar. La première étape de son périple le conduira en Espagne. Le fils du président de la fêtière islamique du Mali est attendu par les militants et sympathisants Ansar à l'aéroport de Madrid ce jeudi 18 juin 2026. Après les civilités, il sera conduit de l'aéroport à la résidence chérifienne de Saragossa. Au menu du programme, il officiera à la prière de vendredi, suivi de la cérémonie de prêche le lendemain, samedi 20 juin 2026, à partir de 15h à la résidence chérifla de Saragossa. Seyid Cherif Ahmed Tidiane Aïdara foulera la terre italienne le mercredi 24 juin. Les militants et sympathisants Ansar lui réservent d'ores et déjà un accueil digne de son rang. Dans la même ferveur, il sera cortégé jusqu'à la résidence chérifienne de Milan. Là également, le prince chérifien dirigera la prière hebdomadaire de vendredi. À la résidence chérifienne de Milan, Seyid Cherif Ahmed Tidiane Aïdara prendra part à la cérémonie de prêche le samedi 27 juin, prêche dont les travaux s'étendront de 10h à 16h. Après l'Italie, Seyid Cherif Ahmed Tidiane Aïdara se rendra en Belgique le samedi 4 juillet prochain. Dans la même journée, il sera accueilli dans une grande ferveur par les Ansar et sympathisants, avec au menu également la cérémonie de prêche de 13h à 16h à la place communale 18 1080 Molenbeek Saint-Jean. Dernière étape, la France. Le vice-président de la jeunesse du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et les membres de sa délégation y sont attendus le 12 juillet 2026. Au programme également, une cérémonie de prêche le même jour de 11h à 16h. Au Mali, la tenue des événements sociaux, notamment au mariage, baptême et autres fêtes, marque une très grande mobilisation féminine, afin de démontrer l'attente et l'union entre elles. Cependant, elle est devenue source d'instabilité dans les couples. Certains Maliens se prononcent sur le sujet. Les détails avec Kouroutou Diabaté, Baba Keita. Pour les femmes, coudre et porter les uniformes lors des cérémonies de mariage ou de baptême de leurs proches est devenue au fil des ans une obligation. Elle est sortie de son but initial, dû à la façon de faire. Certaines attendent l'impossible de leurs époux, même si les moyens ne sont pas réunis, afin d'acheter 2, 3, voire 4 tenues au cours d'un même mois. Les tensions sont fréquentes, parfois au sein de nos foyers. Je me dis que nos mamans qui ont initié cette pratique-là avaient comme intention de nous alléger des dépenses, de nous faciliter la vie, parce que on est dans une société où le capitalisme et l'individualisme et la vie chère
est devenue une réalité et s'impose de plus en plus. Il n'y aura pas de frustration. Voilà. Aucune femme n'était censée se sentir frustrée en voyant d'autres avec des modèles de 200 000 francs, souvent des broderies de plus de 100 000 francs. Voilà. Donc l'objectif était de bannir cette frustration-là de notre vie de femme. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, les mentalités ont changé, les mentalités ont évolué et obligatoirement, les pratiques évoluent et s'adaptent aux mentalités d'aujourd'hui. Et donc, malheureusement, nous avons fait en sorte que cette pratique-là est sortie de son contexte. Et du coup, au lieu que ça continue de nous aider, de nous rendre la vie facile, c'est devenu maintenant une source de problèmes, de frustration, de pression sociale. Cette écrivaine féministe souhaite la cessation de ces achats d'uniformes, le cas échéant d'épargner les hommes, que chaque femme l'achète à la sueur de son front, dit-elle. Et je conseillerais d'ailleurs aux femmes d'arrêter avec cette histoire d'uniforme. Et pour le moment, vu qu'aujourd'hui, ça ne nous sert plus. C'est complètement sorti de son contexte. Et maintenant, pour ceux qui l'exigent, pour ceux qui cherchent à exiger de leur époux de le faire, d'en acheter, ce que je peux leur donner comme conseil, c'est d'arrêter de faire cela. Et à défaut, si elles tiennent vraiment à le faire, si elles tiennent vraiment à le porter, à porter 3 ou 4 uniformes, qu'elles s'en chargent elles-mêmes. Qu'elles-mêmes aillent travailler, qu'elles-mêmes aillent chercher leur propre argent et qu'elles-mêmes s'achètent ces uniformes-là. Ça ne sert à rien qu'on continue de se frustrer et de frustrer nos partenaires pour des futilités. Parce que moi, je l'appelle comme ça. Pour moi, c'est vraiment éphémère tout ça. Ça ne sert à rien. Le matériel, c'est de l'éphémère en fait. Ça ne sert à rien. Donc, sortons de cela. Cependant, il serait préférable pour les femmes de paraître dans de beaux habits dont on dispose lors des événements sociaux que les dépenses inutiles. Nous partons au Burkina Faso, cérémonie de lecture de Coran en hommage à feu Mohamed El Madani Aïdara Difa dans la mosquée chérifienne de Bobo Dioulasso, organisée par les Amsars du pays, des hommes intègres et inscrits dans le cadre de la date d'anniversaire de son décès. L'événement a vu une forte mobilisation des fidèles venus pour la circonstance. Le commentaire est signé Samaïra Sanogo. 15 juin 2012, 15 juin 2026, cela fait exactement 14 ans, jour pour jour, que le fils du guide spirituel de Ansar, Assid Mohamed El Madani Aïdara Difa, s'en est allé laissant les militants Ansar et les sympathisants Ansar dans l'angoisse. Chaque année, la date anniversaire de sa disparition est une occasion pour les militants Ansar du pays des hommes intègres de lui rendre un vibrant hommage à travers une séance de lecture du Saint-Coran. Nous nous sommes retrouvés pour la prière de bénédiction à l'intention de Seyd Mohamed Madani Aïdara qui nous a quittés le 15 juin. Donc ça a été commémoré, instauré par les premiers responsables de Ansardine. Chaque année, nous commémorons sa disparition pour lui rendre grâce, prier Dieu pour lui, pour sa sainte famille et pour nous les Ansars. Raison pour laquelle nous sommes là ce matin encore pour renouveler notre engagement face à la famille chérifienne et face à Mohamed Madani Aïdara. Ok, les qualités, les grandes causes ou bien les grandes qualités de Seyd Mohamed Madani Aïdara, d'abord, dans un premier temps, c'est un enfant béni. Un enfant béni, c'est pas parce que nous le disons, ça a été dit par son propre père, qui est notre guide spirituel, Assid Chérif Mohamed Madani Aïdara. Deuxième qualité, Seyd Mohamed Madani Aïdara a été un homme de Dieu. C'est un enfant et c'est un monsieur. C'était un grand leader religieux qui s'est engagé pour la cause d'Allah et pour la religion d'Allah, pour triompher l'islam. Venus comme à l'accoutumée de divers horizons, les militants Ansar du Burkina Faso ont mis l'instant à profit pour marquer leur affection à la famille chérifienne. Ainsi, ils ont saisi l'occasion pour rappeler à l'assistance les caractères pieux de l'illustre disparu, ponctueux de la lecture du Saint-Coran et bien d'autres invocations pour son repos éternel ainsi que tous les défunts de la famille chérifienne. Le conseil que je peux vous donner, qui nous a laissé, c'est d'être des enfants bénis. D'être des enfants soumis au conseil des parents, d'être des enfants respectueux, d'être des musulmans pieux, d'être des musulmans responsables, d'être des vrais musulmans en un mot.
Quand on est musulman, nous ne devrons pas être des musulmans fauteurs, nous ne devrons pas être des musulmans menteurs, nous ne devrons pas être des musulmans faisant des mauvais actes dans la vie. Il nous a laissé beaucoup de conseils. Visiblement ému du sens de la cérémonie et satisfait de sa bonne tenue, les responsables Ansar de la localité se réjouissent et saluent la bonne foi des participants. Poursuivant leurs interventions, ils ont de vive voix adressé des remerciements aux guides spirituels de Ansar pour leur avoir montré ce chemin jugé noble. Nous réitérons notre engagement et notre remerciement face à la famille chérifienne, M. Chérif Mohamed Madan Haïdara, à l'ensemble des Ansars et surtout en particulier à nos premiers responsables qui ont eu cette belle idée d'instaurer ça en la mémoire des disparus de la famille chérifienne. Et en plus encore, nous prions pour le repos éternel de l'âme de Chérif Mohamed Madan Haïdara ainsi que tous les disparus de la famille chérifienne. Et nous profitons de vraiment prier pour notre cher pays, le Burkina Faso, Mali et surtout l'ensemble de l'AES. Auparavant, le Saint-Coran avait été lu à maintes reprises suivi de beaucoup d'autres invocations. L'actualité autrement commentée par Moussa Fomba. L'opposition congolaise a vivement réagi mardi à l'adoption d'un projet de loi susceptible d'ouvrir la voie à un troisième mandat pour le président Félix Tshisekedi, dénonçant une manœuvre visant à confisquer le pouvoir. Le texte approuvé lundi par le Sénat après l'avoir déjà été à l'Assemblée nationale permettrait d'organiser un référendum sur une nouvelle constitution dans laquelle les mandats déjà accomplis par Félix Tshisekedi ne seraient tout simplement pas enregistrés. Il ne manque plus que la signature du chef de l'État pour que la réforme entre en vigueur. Au pouvoir depuis 2019, Félix Tshisekedi a d'ores et déjà annoncé sa volonté de briguer un troisième mandat si les électeurs valident cette réforme constitutionnelle sans qu'aucune date de référendum ne soit pour leur arrêtée. Pourtant, la constitution congolaise interdit toute révision des dispositions relatives à la limitation des mandats présidentiels. Le projet de loi contourne cet obstacle en autorisant le président à modifier la loi fondamentale en cas de dysfonctionnement majeur paralysant les institutions. L'opposition congolaise a durci le ton et appelle désormais à la démission du président Félix Tshisekedi. L'Africa Corps du ministère russe de la Défense a finalisé l'instruction du bataillon chargé de la protection du Conseil des ministres à Madagascar. Durant 6 semaines, les militaires malgaches ont perfectionné leurs compétences en matière de sécurité rapprochée et appris à maîtriser différents types d'armes russes. La cérémonie officielle de remise des diplômes s'est déroulée le 16 juin à Antananarive. Au cours de la cérémonie, le Premier ministre malgache a souligné l'importance de la formation du personnel des unités chargées de la protection des personnalités de haut rang. Il s'est félicité aussi du niveau de qualification et d'expérience acquis par le bataillon de sécurité. Par ailleurs, selon le Premier ministre, ce travail de formation des militaires témoigne de la maturité de la coopération entre Moscou et Antananarive. Le chargé d'affaires par intérim de la Russie à Madagascar, Alexei Bouriak, des experts militaires russes de l'Africa Corps, ainsi que les représentants des autorités malgaches ont aussi assisté à la cérémonie. Selon Bouriak, cité par African Initiative, la formation des agents de sécurité constitue une étape importante, mais ce n'est que le début d'une coopération qui ne cessera de se renforcer. Au cours de ces 8 semaines, 127 militaires ont suivi la formation, parmi lesquels une unité des forces spéciales et le groupe chargé de la protection du président malgache. La signature d'un mémorandum d'entente avec les États-Unis apportera à l'Iran des avantages sans précédent selon la chaîne de télévision israélienne N12. Le mémorandum d'entente comporte 5 points relatifs aux avantages économiques significatifs que l'Iran obtiendra. Certains sont immédiats, d'autres seront accordés au cours des négociations et d'autres encore après la conclusion de l'accord final. N12 a également publié 12 points clés du mémorandum, plus précisément 4 d'entre eux concernent le programme nucléaire iranien. L'Iran réaffirmera son engagement à renoncer au développement et à l'acquisition d'armes nucléaires. Les États-Unis et l'Iran s'engagent à résoudre la question de l'élimination des stocks d'uranium enrichi iranien. Et les États-Unis et l'Iran discuteront de l'enrichissement de l'uranium et des besoins nucléaires de l'Iran, mais l'Iran maintiendra le statu quo concernant son programme nucléaire tant que les négociations se poursuivront. Par ailleurs, les États-Unis lèveront le blocus naval, n'imposeront pas de nouvelles sanctions et ne renforceront pas leurs effectifs militaires dans la région pendant les négociations, tandis que l'Iran prendra les mesures nécessaires pour garantir la libre circulation des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz dans un délai de 60 jours. Enfin, l'Iran, les États-Unis et leurs alliés cesseront les hostilités, y compris celles au Liban.
Concernant le déblocage des fonds iraniens, le mémorandum stipule que les États-Unis s'engagent à rendre disponibles les avoirs iraniens gelés après sa mise en œuvre, indique N12. Par ailleurs, selon ce mémorandum, la clause suivante prévoit que si un accord définitif est conclu, les États-Unis retireront leurs troupes sous 30 jours et lèveront toutes les sanctions imposées à l'Iran. Tout accord définitif inclura également un plan de création d'un fonds de 300 milliards de dollars pour le redressement de l'Iran. De plus, le document stipule que les États-Unis accorderont à l'Iran un allègement temporaire des sanctions sur ses ventes de pétrole pendant les négociations et que les négociations seront menées entre l'Iran et Oman afin de définir les modalités relatives au transport maritime. Dans son nouveau livre, le vice-président américain J.D. Vance a souligné le fort soutien dont bénéficie le président russe Vladimir Poutine auprès des Russes. Toutes les tentatives indépendantes et objectives de mesurer la popularité de Poutine ont révélé un fort soutien parmi les Russes de base, a-t-il écrit dans son livre Communion, retrouver le chemin de la foi, paru aux États-Unis. Vance a indiqué que lors de sa participation à la conférence de Munich, en Allemagne, sur la sécurité en 2024, il avait rencontré un dissident russe dont le nom n'a pas été précisé. Vance, alors sénateur américain, a ajouté qu'au cours de cette rencontre, il avait appris davantage sur la psychologie de l'État russe qu'en des semaines de lecture de la presse américaine. Il a également précisé qu'il s'était notamment interrogé à l'époque pourquoi Poutine est-il si populaire. Vance a rapporté qu'à l'une des réunions de la conférence, il avait évoqué la popularité de Poutine et avait été immédiatement réprimandé. À ce sujet, a-t-il souligné, Munich était devenu un lieu où l'on préférait colporter des mensonges rassurants plutôt que d'affronter des vérités dérangeantes. Il dit avoir déclaré à un dirigeant parlementaire ukrainien en 2024 que même le transfert de tous les obus et missiles intercepteurs américains disponibles à Kiev ne répondrait pas aux besoins de l'Ukraine en matière d'armes, selon des extraits du nouveau livre de Vance publié par Daily Telegraph. Et c'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à l'équipe de réalisation. Bonsoir.